Bon, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts Programming Toolkit. Alors, Programming Toolkit, c'est des podcasts filmés de courte durée où le but, ça va être de vous présenter différents sujets, principalement axés autour de la programmation. Donc, on vous présentera certains outils et stratégies de planification qu'on utilise dans nos coachings en vous présentant évidemment le contexte dans lequel on les utilise et en laissant place aussi à la nuance. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous le signaler en laissant un like ou une note sur les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi mettre vos suggestions dans les commentaires pour les sujets des prochains podcasts. Bon alors dans ce petit échange, on va se poser la question de savoir est-ce que les tempos concentriques sont vraiment utiles dans la programmation, on va dire classique, hein, hors contexte très particulier. Parce que c'est vrai qu'on a vu passer pas mal de choses, soit de commentaires ou d'interventions assez dithyrambiques sur les tempos concentriques, hein, assez enthousiastes dessus, ou au contraire très hostile à l'utilisation des tempos concentriques. Parce que c'est vrai, donc par tempo concentrique, je rappelle simplement qu'on entend le fait de ralentir volontairement la vitesse du mouvement sur la phase de montée, hein, que ce soit au bench, au squat ou au deadlift. Donc finalement là où on génère l'effort. Donc de ralentir volontairement cet effort avec un timing qui a été préimposé. Donc ça peut être, par exemple, ce qu'on voit régulièrement, ça peut être 3 secondes jusqu'au genou au deadlift, 3 secondes sur la montée au bench. Voilà, ça peut être combiné des fois à des tempos excentriques aussi. Euh, et c'est vrai que ça a gagné un peu en popularité ces dernières années. Ça se voyait peut-être pas autant il y a quelques temps. Euh, et voilà, on voulait échanger là-dessus. Peut-être essayer d'expliquer dans quel cas on pense que ça peut être utile, à quelle fin on l'utilise, et aussi peut-être comment l'incorporer, comment le tester dans vos blogs d'entraînement. Alors personnellement, je trouve que les tempos concentriques se valent pas forcément tous selon les types de mouvements, que ce soit le S, le B ou le D. En général, j'ai l'impression que c'était plutôt majoritairement utilisé je le voyais beaucoup sur le deadlift principalement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était quelque chose que j'ai vu initialement beaucoup plus sur le deadlift. Et c'est vrai que récemment, pas mal de gens étaient assez dithyrambiques, par exemple sur ce tempo concentrique, par exemple au bench ou même des fois sur le squat. Vous voyez pas forcément trop l'intérêt, étant donné que c'est plutôt des parties où justement l'athlète est censé mettre entre guillemets de la vitesse. Je mets des gros guillemets, mais être capable d'être le plus performant, le plus explosif possible justement pour aller produire le maximum de force. Euh, pour autant, je pense que c'est un aspect qui est très intéressant d'un point de vue psychologique pour certains athlètes qui sont pas forcément trop en confiance sur un mouvement spécifique. Ça peut être un seul ou peut-être deux à la limite. Je pense que chaque athlète a au moins un mouvement où il se sent à l'aise, se sent bien et il performe globalement bien. Au minimum un mouvement quand même, parce que sinon, enfin, c'est rare quand même les athlètes qui Ouais, ont peur des trois mouvements. si vous aimez pas la force, en fait, faites pas de la force, quoi, c'est Ouais, ça. voilà. Sinon, ne faites pas de, faites pas de FA, je pense. Mais Moi, voilà, je vais remettre on, ma euh, carrière en question. on a, on a des athlètes justement qui vont avoir ces petites craintes. Et ce que je peux trouver pertinent, c'est sur des athlètes où la notion de Q, etc., arrive pas entre guillemets à les rassurer. Je pense que la mise en place de tempo sur un mouvement spécifique peut lui permettre entre guillemets de se dire ok, je peux réussir telle charge avec telle contrainte, donc avec un mouvement compétition, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. C'est un peu pour moi l'aspect du worst case scénario. C'est-à-dire que l'athlète se dit là, de toute façon, ça peut pas être pire que ça. Le jour J, ça pourrait pas être pire que ça. On prend l'exemple sur le bench, par exemple, du concentrique 3 secondes. Bon, bah, on pourrait se dire que c'est l'athlète qui est amené à avoir une mauvaise trajectoire au bench, qui l'oblige à grind, si on veut, pour pouvoir ramener la barre, finir son mouvement. Bon, bah, d'être obligé de réaliser du coup ces 3 secondes en concentrique, mis en place dans la programmation, ça peut être un facteur positif pour l'athlète. Après, ce qui est important aussi, c'est de voir si l'athlète a réellement besoin de ça, ou pour se mettre en confiance, c'est pas juste des ajustements techniques, donc une discussion qui doit se faire entre l'athlète et le programmateur afin de pouvoir résoudre le problème sous-jacent. Donc c'est pour ça, l'utilité et l'exercice peut être intéressant, néanmoins, il faut savoir pourquoi on l'utilise, parce que sinon, en fait, c'est une sorte de cache-misère, si on veut. Je pense qu'on verra pas un gain magistral qui sera transféré sur le mouvement comp, et ça risque d'être une perte de temps aussi pour l'athlète, surtout que c'est des mouvements qui sont en général très taxants.
Donc ça aussi, on en parlera, mais c'est pas des choses forcément où on peut se permettre de faire aller l'athlète relativement haut en intensité. Bah, alors, Ouais. je vois je pense que... Ah, désolé David, je rebondis. Je rebondirai sur un autre point de Quentin après, vas-y. Ah, je vais me faire terminer là. Je vois, je vois un peu effectivement ce que tu veux dire. Après ça, je pense que ce côté un peu, comme diraient certains, banaliser une charge, finalement, c'est pas forcément propre, ou j'aurais pas forcément l'idée d'aller vers le tempo concentrique Ouais. en premier. Par exemple, Oui, au bien bench, sûr, ça bien pourrait sûr. être des longues pauses ou des tempos excentriques ou Mm. des choses comme ça. Totalement. Euh, je suis pas sûr que le tempo concentrique, alors peut-être dans certains cas, effectivement, ça peut avoir cette Ah, vocation très spécifique, ouais. de mettre l'athlète en confiance. Après, moi, j'y vois quand même peut-être d'autres vertus. Euh, alors, Attends, bon, déjà, je peux rebondir sur un point de Quentin avant de passer à autre, vas-y, à la je suite. t'autorise. Juste, Quentin, dans ton point, au tout début, tu parlais un petit peu de la notion d'explosivité, et qu'il faut être explosif. Bon, c'est un peu du détail, mais je trouve que ça a son Oui. importance un petit peu dans le tempo. Pour moi, l'explosivité, c'est pas quelque chose qu'il faut absolument rechercher en force parce que, bah, bon, sans avoir consulté aucune donnée, mais je pense que de manière générale, les grinders sont quand même les mecs qui gagnent le plus de compétition en général. Et quand, je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup mis en avancement quand tu vois un grind. Bon, moi je suis pas particulièrement fan de voir un grind, mais en tout cas, il y a une notion d'effort, de pouvoir fournir l'effort sur une longue période et d'avoir ce côté lent. Enfin, tu vois, il faut pas rechercher une grande vitesse. Enfin, il faut mettre de l'intention, voilà, mais la vitesse derrière, elle sera pas forcément très très élevée. En ce sens-là, Ouais. pour moi, le tempo concentrique, il peut venir un petit peu apprendre à être patient au sol, euh, même si comme l'intention ne sera pas maximale, ça sera pas pareil que sur le comp. Mais il y a cette notion de pouvoir grind le départ. Et moi, j'en vois un petit peu dans mon entourage à la salle et tout, que il y a des athlètes très patients au départ. Ça donne des sumos, des soulevés de terre, pardon, par exemple, qui vont être très très lents, où on va se dire, ok, là, en fait, c'est son max. Et en fait, derrière, il enquille une deuxième, une troisième, une quatrième rep. À l'inverse, Ouais. il y a probablement des athlètes plus explosifs. Enfin, je pense que ça dépend aussi du style de deadlift, du style de mise en tension, etc. Mais tout ça pour nuancer un petit peu le côté Alors, explosivité que peut. Voilà. moi déjà, alors du coup, bon, parce on est parti un peu dans le côté de cette question de... Alors, l'explosivité, les puristes de biomécanique vous diront voilà, que un athlète, il explose pas. Hein, parce que... Oui, bah oui, ça... mais on va dire l'aspect puissance, développer le plus de Oui, force dans le temps le plus court possible. Euh, Oui, c'est ça l'explosivité. Du coup, voilà, c'est la question c'est le taux de développement de la est-ce que cette force. intention de vouloir toujours soulever Mm. la barre le plus rapidement possible, indépendamment du mouvement et de la circonstance, sur toutes ces répétitions, c'est forcément nécessaire pour débloquer des gains maximaux en termes de force et d'hypertrophie. Alors là, honnêtement, je vais pas m'avancer sur ce terrain-là parce que Ouais, on c'est variable. pas Je dire pense de que, ouais, bêtises. Néanmoins, je pense qu'on s'accorde tous pour dire que dans la grande majorité de l'entraînement, il sera toujours de cette façon, c'est-à-dire avec une intention d'avoir cette vitesse concentrique qui sera maximale. Après, pour autant, dédier quelques séries par semaine, quelques séries par-ci par-là à des tempos concentriques, il n'y a rien pour moi qui permet d'affirmer que ça va réduire finalement l'efficacité de l'entraînement. Et au contraire, je pense que ça peut avoir dans certaines situations, pour certains objectifs, des vertus. Voilà. Donc David a cité le fait d'être patient, donc on précise au deadlift, hein, le peut être patient au démarrage. Oui, au deadlift, Euh, ouais. plutôt. Par exemple, quelqu'un qui va être nerveux effectivement sur des charges élevées, qui va avoir tendance à... Alors, je sais pas si wedge, ça parle aux gens, mais le fait de basculer assez rapidement, par exemple, avec ses hanches, de partir avec les hanches hautes, de basculer fortement, et puis de tirer en n'ayant pas forcément le temps de tirer le slack, en ayant une technique voilà, qui n'est pas effectivement très très reproductible d'une rep à l'autre. Euh, Peut-être que le tempo, sans forcément aller chercher des cues particulières, le tempo concentrique, par exemple jusqu'au genou, ça va lui permettre d'apprendre à prendre son temps et être à l'aise avec le fait de prendre son temps, même sur des charges qui ne sont pas forcément négligeables. Ça, pour moi, ça peut être un atout du tempo concentrique. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti et que certains athlètes à qui j'ai pu programmer l'ont ressenti. Après, pour moi, c'est pas le seul avantage. Ça peut être utilisé globalement dans une stratégie de gestion de la charge, de l'intensité sur une semaine.
C'est-à-dire que ça peut très bien venir en complément d'une séance beaucoup plus intense. Alors c'est pareil, une fois de plus, c'est pas la seule stratégie qu'on peut mettre en place pour gérer l'intensité, mais si la problématique c'est de justement, bah, là typiquement sur le deadlift, d'apprendre à prendre un peu son temps au démarrage, tout en pratiquant en parallèle quand même des séries assez lourdes dans la semaine sur une autre séance, ça peut tout à fait venir en complément. Et, et ça aussi, et ça je pense que David, tu vas en reparler, je pense à un aspect d'apprentissage technique, ça peut être un vecteur d'apprentissage technique Ouais, j'y pensais, quand ouais. on inclut soit des modifications, par exemple, Mm. soit parce qu'on change sa stance, sa technique volontairement, soit parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, il y a un point faible dans l'exécution. Je pense, par exemple, alors, ce podcast est sorti ou va sortir, hein, je ne sais pas dans quel ordre ça sera, mais typiquement, on a parlé de la problématique de Mm. l'engagement des genoux au squat et de la Ouais, mécanique de la phase concentrique. Peut-être que chez c'est ce quelqu'un que je qui a pense. besoin de renforcer et d'apprendre et de se sentir à l'aise avec, parce qu'il y avait cette notion que Quentin évoquait d'être à l'aise, ce tempo concentrique peut justement permettre, via le ralenti, tout en ayant quand même des charges de travail et d'RPE qui sont pas forcément faibles, de passer du temps dans ces situations qui sont Mm. compliquées ou justement de renforcer cette proprioception. Ça peut être par exemple, moi je l'utilise des fois au bench pour des problématiques d'ouverture des coudes, être capable de rouvrir les coudes après le point de touche assez rapidement. Voilà, finalement, il y a plein de situations dans lesquelles je pense ce tempo peut être utile. C'est difficile de dire a priori que ce tempo concentrique va solutionner complètement la problématique de l'athlète, mais ça peut être une stratégie totalement viable, surtout si des QO ou d'autres variations ont échoué avant. Mm. Pour décortiquer la technique, totalement. C'est exactement ce que je pensais par rapport au podcast qu'on vient de tourner juste avant. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Et donc de prendre son temps pour le coup, que l'athlète ait la possibilité de décortiquer, pas à pas pouvoir aborder différentes parties du mouvement, surtout quand il y a des nouvelles cues techniques à mettre en place. C'est hyper intéressant. Et c'est là où justement je reviens sur ce que je disais, c'était que c'est une variation qui peut quand même du coup, encore une fois, être taxante. C'est que justement si on est dans une démarche d'utiliser du tempo concentrique afin de permettre à l'athlète de mieux comprendre un changement technique, on vient rajouter en fait donc la contrainte du changement technique avec des cues fois ce tempo-là concentrique, et donc comment dire, nerveusement, c'est des changements qui, bout à bout, cette nouvelle variation plus cette cue technique, bah, typiquement là d'avancer ses genoux sur la face concentrique du mouvement au squat, ou au bench d'être capable du coup de mieux ouvrir ses coudes pour des athlètes qui n'y arrivent pas, ou au deadlift d'être plus patient jusqu'au genou, c'est quand même quelque chose qui peut être taxant, et du coup c'est une variation qui peut être hyper intéressante, mais du coup comment dire, à être capable de bien placer dans la programmation de l'athlète. Pas quelque chose qui peut être placé à n'importe quel moment de la saison, dans n'importe quel cycle. C'est quelque chose quand même qui demande un petit peu de réflexion, donc plus du côté du programmateur du coup que de l'athlète, mais c'est quelque chose voilà, qui se discute je pense avec l'athlète. Est-ce qu'il en a réellement besoin? Est-ce qu'au final il peut pas juste travailler la cue de lui-même sur le mouvement comp, tout simplement, avec des intensités un petit peu plus basses et un nombre de séries un peu plus important, ou un nombre de répétitions un peu plus importante? Ça peut être quelque chose à aborder. Donc voilà, c'est pour ça, pour moi l'enjeu c'est que c'est quand même une variation qui est un peu des fois qui tout double. C'est-à-dire que soit c'est hyper bénéfique pour l'athlète, ça lui a permis de conscientiser des modifications à mettre en place dans sa technique par exemple, comme ça peut être quelque chose de très taxant. C'est pour ça, moi j'ai tendance des fois à garder des charges fixes que je sais aisées pour l'athlète, dans ce cas-là. Après, je sais que certaines personnes travailleront plutôt en pourcentage ou en RPE. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère, mais voilà. C'est quelque chose auquel je pense, du moins, avant de le programmer à l'athlète. Pour rebondir un petit peu, j'ai deux points à évoquer. Déjà, le premier, un petit peu, ça revient un petit peu sur tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est que je pense que globalement, pour l'apprentissage moteur, Mm. il y a quelque chose d'important, c'est qu'on apprend globalement un mouvement d'abord en étant en ayant une vitesse un peu lente, et ensuite on peut commencer à mettre un peu de vitesse et on va maîtriser un petit peu le mouvement. Je pense que quand même c'est bien, en tout cas au tout début ou à certains moments, de pouvoir décomposer soit certaines parties du mouvement
ou alors voilà, de pouvoir faire un mouvement un petit peu plus maîtrisé. Comme tu dis, Quentin, qui t'a donné une charge directement pour voilà, donner une charge suffisamment challengeante, mais où on sait pertinemment que l'athlète va la réussir et ne va pas, ou alors on va limiter les risques que voilà, ça soit une catastrophe. Ça, c'est le premier point. Et hop, là, j'ai mon PC qui s'éteint. Et le deuxième point, c'est par rapport à ce que tu disais, Ben, je pense quand même, il y a aussi un effet d'attente aussi qui peut être mis en place, par exemple, sur le fait que euh, quand on fait une variation, si on s'attend à un résultat, probablement que le résultat arrivera plus facilement que si on s'attend pas à grand chose, même, et forcément pour s'attendre, c'est un peu un effet placebo ou un effet Ouais, contextuel, de comprendre qui les est, enjeux, quoi. c'est ça, qui est de se dire, ok, je fais ça pour cette raison, même si en réalité, je sais pas si on prend des marqueurs biologiques ou quelque chose comme ça, bon, je sais pas si on a réellement, mais voilà, si on prend un marqueur, peu importe, un indicateur, même si on n'observe pas forcément une différence significative, si on n'aurait pas observé une différence significative, peut-être qu'avec cet effet d'attente-là, on va l'observer du coup. Donc, pour moi, ce point, il est aussi important. C'est valable pour toutes les variations au final. Et c'est pour ça que, de manière générale, on reste assez nuancé et on essaye de pas trop trancher parce que ça reste quand même des outils de coaching, les variations. Euh, voilà, il y en a qui font plus sens que d'autres, mais voilà, je voulais quand même insister sur ce point-là. Ouais, bah, pour revenir là-dessus, effectivement, bah, c'est pour ça que pour moi, les variations, on essaye toujours de mettre des bonnes raisons de les utiliser derrière, des objectifs précis. Je pense qu'il y a quand même une notion déjà qui est à prendre en compte aussi, c'est le plaisir que l'athlète a à la faire. Donc c'est Oui, pour son ça que plaisir, son typiquement, engagement aussi, voilà, voilà. le tempo concentrique, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on va tester avec un athlète qui ne l'a jamais fait en période pré-compétition. Par contre, je Hein. vois pas de raison de se priver de le tester. Si on pense que ça peut être pertinent, hein, parce qu'en général, quand même, quand on met une variation, même si on n'a pas forcément la certitude que c'est the variation pour cette problématique, ou même que des fois il y a des athlètes qui n'ont pas, on va pas se mentir, des fois il y a des athlètes, alors pas sûr, il y a toujours des problématiques qui se présentent, mais il y a des athlètes qui n'ont pas de problématiques techniques ou particulières à un moment donné. Pour autant, on peut inclure des variations dans des soucis de justement de stimulation de l'engagement, du plaisir, etc. De se donner des objectifs. Moi, ce que j'aime bien aussi avec les variations, c'est que des fois, ça peut permettre de se donner des objectifs un peu des side quests, un peu annexes, quoi. De se dire, bah voilà, ça fait plusieurs blocs que je Ouais. progresse sur mon comp, sur mon ceci, et là j'ai un peu du mal, j'ai besoin d'un objectif un petit peu nouveau. Et donc peut-être que atteindre ce PR ou peut-être ce PR-10 en comp sur une variation un peu plus difficile, c'est quelque chose qui peut être stimulant pour l'athlète à un moment donné. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui peuvent aboutir au fait qu'on pense qu'il est judicieux de tester le tempo concentrique, comme toutes les autres variations. Et c'est pareil, après, c'est un test à faire dans une situation donnée et voir si la tête y répond bien, prend du plaisir, etc. Moi, ce que je veux surtout dire, c'est qu'il ne faut pas nécessairement avoir cet a priori négatif de on ralentit un concentrique alors que l'objectif, ça devrait être d'être le plus rapide possible. Et de toute façon, je pense que peut-être l'idée, l'a priori négatif qu'il y a aussi derrière, c'est bah ok, on va construire cette volonté d'être patient au deadlift avec du tempo concentrique, mais comment ça va se transférer le jour où l'athlète va devoir ou va vouloir mettre une intention maximale? Est-ce qu'il va garder finalement l'apprentissage qu'il a fait? Alors je pense que déjà, il n'y a pas qu'un effet d'apprentissage, peut-être que simplement le bloc va bien marcher en soi et il va progresser sur son mouvement de compétition, comme j'ai pu le voir plusieurs fois. Et puis après, peut-être qu'il va aussi comprendre, simplement en faisant ce tempo concentrique et en l'implémentant petit à petit sur son comp, que il n'a pas nécessairement besoin de vouloir arracher la barre du sol comme si sa vie en dépendait. Donc, une fois de plus, il faut être assez ouvert vis-à-vis de l'outcome, je sais pas, de l'issue possible de l'utilisation du tempo concentrique. Et dernier point, désolé, je monopolise la parole, mais juste pour revenir avant d'oublier sur ce que disait Quentin, moi je partage pas trop cet avis, désolé, hein, voilà, on est dans la confrontation, Non, mais ok, pas de problème. du Hein. côté taxant de la variation. J'ai jamais trop pu observer que le tempo concentrique avait particulièrement, été particulièrement coûteux en termes de fatigue et de récupération. Alors peut-être que c'est dans certaines situations particulières ou dans effectivement ça dépend du mouvement et de la durée du tempo, etc. Après, je trouve que quand même globalement l'augmentation du temps sous tension, elle peut être compensée par la réduction de la charge sur la barre pour quelqu'un qui le programmerait classiquement à RPE. Euh,
là où est le piège, c'est que je pense qu'effectivement, ça complique la notation du RPE. Et surtout quand on arrive sur des soit des séries longues avec des tempos concentriques, où le coût on va dire, du tempo devient de plus en plus important avec les reps qui passent, soit simplement quand on est sur des RPE élevés, parce qu'au bout d'un moment on sait plus trop ce qui relève du grind, comme tu l'as dit David, parce que tu comparais ça au grind, au grind, pardon, je vais quand même faire un effort sur la prononciation. Le grind. Il y a le grind, putain, la honte pour un mec qui écrit des articles en anglais. Le parallèle entre le grind et le tempo concentrique, c'est vrai qu'à un moment, un RPE8 en tempo concentrique, est-ce que c'est un vrai RPE8 en tempo concentrique ou est-ce que en fait ça relève juste du grind? Là, effectivement, ça peut devenir taxant parce que en fait, on n'est plus trop dans ce qui était recherché. Il y a qu'à regarder la rougeur de la tête de notre athlète et on a la réponse, quoi. Ouais, après, il y a aussi il y a l'hypoxie aussi avec le tempo concentrique qui contribue à la rougeur. Quand je parlais d'être taxant, c'est parce qu'on parlait d'une démarche d'apprentissage. C'est-à-dire que on met déjà l'athlète dans une démarche où on met en place une ou plusieurs cues sur un mouvement qui peut paraître compliqué pour l'athlète, et donc on se dit que, et à juste titre, hein, c'est pertinent, pourquoi pas. De toute façon, j'ai envie de dire, on peut jamais savoir si la variation qu'on va mettre va fonctionner ou pas. La personne qui te dit on va te mettre telle variation, ça va résoudre le problème, c'est un menteur. Voilà, on sait jamais, on peut pas savoir. On peut pas savoir, et même si ça fonctionne, on est incapable de justifier, ou très rarement capable de justifier, l'imputabilité du progrès à la variation. Ce serait mentir de dire ça. Quand quelqu'un met en place une variation, un truc spécifique, il y a tellement d'autres paramètres environnementaux, si on veut, intra ou extra training, qui peuvent expliquer cette progression. Voilà. Donc déjà, il y a ça à prendre en compte. Mais de rajouter, je me dis, moi c'est ce que j'ai observé chez certains athlètes qui étaient du coup dans une démarche de changement technique un peu extrême. On était sur un athlète pour qui il avait toujours fait du tradi. Ça payait pas, en fait il y avait des problèmes, il y avait des redondances en termes de douleur, etc. Bref. Et on était passé sur du sumo. Et j'avais voulu, pour introduire, au lieu de mettre du sumo directement comp, introduire avec un sumo qui n'était pas non plus, inconnu par l'athlète, mais un sumo du coup en tempo. Et il se trouve que vraiment ça là, c'était ses retours en fait, c'était ultra fatigant quoi, parce que en plus du coup de la nouvelle technique, des nouveaux changements à mettre en place, il y avait en plus cette notion de tempo. Alors évidemment là quand on est dans des changements extrêmes, la notation RPE elle est encore plus compliquée. Ouais, oui, là c'est vrai qu'il y avait forcément un contexte. Donc, c'est pour ça, donc quand j'explique que c'est taxant, c'est pas la variation en tant que telle qui est taxante, c'est tout ce qui va venir s'ajouter à la variation. Il y a plein d'enjeux différents qui vont s'amalgamer, et oui, s'amalgamer. Oui, je crois. Mais qui vont venir se lier en fait à cette variation, c'est ça qui peut rendre les choses compliquées. Pour autant, l'utilité, pourquoi pas. Mais disons que pour moi, le ratio risque-bénéfice, c'est pas le truc que je mettrais en place prioritairement. Et bon, ça c'est pas le sujet du podcast, mais il y a peut-être d'autres variations qui peuvent permettre à l'athlète d'être patient, comme on a dit, apprendre à être patient. Typiquement du 3CT ou du 2CT au bench, ou du squat posé, ou du deadlift pose, pareil au genou. Donc c'est pour ça, moi j'ai un peu du mal avec cette variation. Après c'est biaisé, mais c'est que ça a rarement fonctionné, ça a rarement payé, que ce soit pour moi ou même mes athlètes pour qui on a pu essayer ça. Donc un petit peu biaisé de mon côté, et au final des fois il y a des solutions peut-être plus simples. Voilà. C'est intéressant que tu parles justement, tu dis que ça rentre pas dans le cadre du podcast, mais je pense justement que le rapport, alors je dirais pas bénéfice-risque, pour le coup je dirais plutôt coût-bénéfice, dans le sens où qu'est-ce que ça coûte en termes de ressources de récupération et qu'est-ce que ça apporte sur l'outcome désiré, enfin sur l'issue, le résultat voulu. Et du coup, je pense que c'est la question, c'est des questions qu'il faut se poser en amont à chaque fois, et c'est comme ça qu'on va construire, comme tu disais Ben tout à l'heure, on va construire un petit peu une façon, un rationnel derrière, ou une belle histoire, faut que j'arrête de dire rationnel, mais il faut que je trouve un autre mot. Mais voilà, une histoire, ou voilà, quelque chose qui semble plausible et qui va justifier l'implémentation de cette variation, ou en l'occurrence du tempo. Ouais. Et impliquer l'athlète, parce qu'un athlète qui comprend, et justement, c'est un athlète qui s'engage. Et justement, par rapport à l'implication, tout à l'heure, quand je parlais d'effet d'attente, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que l'effet d'attente, il peut fortement aussi jouer sur l'engagement dans la tâche de l'athlète, qui va être... Parce que ça peut jouer aussi sur le résultat. Derrière, on va se dire, ok, peut-être que c'est pas le tempo en lui-même qui a fait que la technique a progressé, mais c'est parce qu'il a du tempo, il a envie de le faire, il s'engage plus dans la tâche, du coup,
Et derrière, on a des meilleurs résultats parce qu'il était plus concentré à l'entraînement, il avait plus d'intention, bon, tout ce qu'on peut mettre dans les côtés positifs. Et on se retrouve avec un meilleur résultat. Et c'est indépendamment de la variation du coup, qu'on aura mis en place, qu'on aura utilisé. Ouais, ça c'est sûr. Enfin, de toute façon, c'est valable pour tout, hein, des formats jusqu'aux variations, etc. Je pense que ça passe pas forcément par la compréhension de l'athlète parce que on peut toujours essayer d'expliquer à l'athlète pourquoi on lui fait faire ça. Mais des fois, l'explication, elle peut être soit inventée ou comment dire. Voilà, des fois, on pense que dans cette situation, il faut tester ça, il faut faire ça. Une fois de plus, on n'a pas de réponse définitive, donc c'est toujours assez compliqué. Mais par contre, ce qui peut ressortir, c'est voilà, que l'athlète n'aime pas du tout cette variation, ou au contraire, il l'adore. Voilà. Donc ça, c'est des choses à prendre. Voilà, sur tous les podcasts où on parlera de variation, c'est quelque chose qu'il faut Oui, c'est ça. intégrer. Bon, là, c'est redondant, mais c'est vrai, quoi. Faut le rappeler, c'est que c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Hein. Il y a tellement de variabilité. C'est ce que je voulais dire. D'acquis. Là, quand on discute, on donne l'impression que ouais, on met des variations au hasard, mais pas du tout. C'est juste que on essaye d'établir des lignes directrices, et dans ces lignes directrices, il y a quand même oui, voilà, il y a quand même beaucoup d'hétérogénéité, de variabilité qui arrivent, enfin, qui sont observées entre les athlètes, tout simplement par rapport à des facteurs biomécaniques, ou que ce soit de levier interne, mais souvent on parle beaucoup de levier externe. Donc on va observer un corps de profil, par exemple, et on va se dire, attends, là, il a les fémurs de cette taille-là. Genre donc, un mec d'un mètre 90 avec des fémurs d'un mètre 80. C'est ça. Mais il faut pas oublier, il y a quelque chose qu'on peut pas observer, en tout cas à l'œil nu, et je sais pas, peut-être avec de l'imagerie probablement, mais c'est les leviers internes. Donc, où est-ce que vos tendons se rattachent parce que au niveau, par exemple, du quadriceps, le tendon qui se rattache 1 cm plus bas, ça peut changer carrément, ou un petit peu quand même, une biomécanique. Bon, oui, ça a même changer, plus, voilà. si je ne dis pas de bêtises, ça a même plus d'impact que la longueur du muscle en lui-même. Il y a ça aussi, oui, hein, probablement. il y a long fémur, veut souvent dire aussi d'autres facteurs, oui. long muscle associé. Enfin, voilà, finalement, Oui, c'est vrai que après, sur la après, biomécanique, il y a souvent des raccourcis c'est qui ça. sont faits. Bon, là, c'était juste pour donner un exemple, mais après, au-delà de ça, il y a aussi d'autres exemples de réponses individuelles à telle ou telle variation, réponses psychologiques individuelles aussi à telle ou telle variation. En fait, c'est pour ça que nous, on essaie de rester mesuré à ce niveau-là, et de considérer un petit peu beaucoup d'options. Forcément, ça complexifie tout le processus un petit peu. L'idée, c'est pas de dire que c'est complexe et que, attention, venez chez nous à tout prix, vous aurez la réponse. Megamind. Mais venez quand même chez nous et vous aurez la réponse. Venez. Mais l'idée, c'est surtout de... En fait, ce que j'aime bien dire en ce moment, c'est surtout de mettre un petit peu un pavé dans la mare, dans le sens où créer un peu de nuance, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Et c'est aussi notre but, je pense, je sais pas si vous direz dans mon sens, mais aussi de montrer qu'il y a beaucoup de contradictions à ce qu'on peut entendre, et que souvent, c'est un peu mis sous le tapis. Oui. Et que voilà, parce que ça nous arrange de le mettre sous le tapis pour raconter notre histoire, bah on oublie d'en parler, bizarrement, mais voilà. Donc c'est pour ça, exactement. On passe un peu pour les gens chiants, quoi. C'est exactement ce que je voulais faire passer un peu dans ce podcast, c'est que moi, ce qui m'a surtout dérangé dans la communication que j'ai vue autour du tempo concentrique, c'est cette assurance, une fois de plus, de dire ça sert vraiment à rien, ou c'est vraiment the variation. Alors bon, on sait comment ça se passe, hein, que ce soit sur les réseaux, oui, où faut être on aime clivant bien les sur les avis réseaux. tranchés. Ouais, voilà. Mais je suis pas en train de dire que le tempo concentrique c'est la panacée non plus, mais je pense quand même que le mettre à la poubelle par principe, c'est aussi se priver des fois dans certaines situations d'outils utilisant un outil utilisant, un outil intéressant, et surtout peut-être d'un outil que va aimer l'athlète, parce que moi typiquement au deadlift j'aime ça. Et ton athlète Léonard, il en faisait beaucoup, il me semble aussi, non? je dirais pas qu'il en faisait beaucoup, mais c'est vrai que on en faisait assez régulièrement. Il a fait des bons blocs avec. Et il a fait des très bons blocs avec. Des très bons blocs même avec. Donc si c'était si nul que ça, voilà, je pense qu'on peut quand même rayer de la probabilité que ça permette de contribuer. Pour autant, quand tu lui as proposé la variation, est-ce qu'il y avait une vraie raison derrière bon,
disons qu'il y a quand même eu de l'eau sous les ponts là, depuis qu'on a utilisé cette variation pour la Oui. première et pour la dernière fois. Donc j'ai plus tout le cheminement qui nous en a amené là. Mais je pense que oui, il y avait des enjeux un peu de positionnement au démarrage, de hauteur des hanches, etc. Et je pense que c'était un Ouais. peu ça. Et puis aussi parce que, et ça c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent, c'est que quand on a répété pas mal de fois des blocs qui ont bien fonctionné, euh, je, je pense qu'à un moment aussi, dans certaines situations, c'est bien d'explorer tout simplement. Et je pense que ça c'est tombé aussi à un moment où on s'est dit, bon, bah là, on a un peu de temps devant nous, au lieu de faire du pause ou que du comp ou des choses comme ça. Parce que après, c'est vrai que sur le sumo deadlift plus particulièrement, il n'y a pas tant de variations que ça, je trouve, qui sont pertinentes ou implémentables. Voilà, c'est vrai que le déficit sumo, ça se fait quand même assez peu, c'est assez compliqué à mettre en place. Donc Ouais. c'est peut-être aussi pour ça que le tempo concentrique est un peu plus populaire au deadlift. Et globalement, en fait, moi, mon point de vue, c'est quand même que la variation, c'est pas uniquement un outil pour répondre à une problématique, ça peut être un outil de diversification et de, et de renouvellement un peu de l'entraînement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, parce que nous, tous powerlifters, on adore voilà, se dire qu'on adore que le SBD et notre vie, c'est le SBD. Mais des fois, avoir un petit peu de nouveauté, un petit peu de challenge, un petit peu de changement, un petit peu de surprise dans notre entraînement et dans notre planification, ça fait pas de mal. Et moi, le premier, dans ma propre planification, j'ai souvent été un peu. J'ai eu un peu ce biais des fois de se dire qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne, qui a un rationnel derrière, et on le reproduit, on le reproduit, on le reproduit, jusqu'au point où en fait on s'enferme là-dedans, et on s'enferme pas que sur l'aspect, on pense pas qu'autre chose peut marcher, mais en fait on finit par s'ennuyer tout simplement. Et je pense que la variation c'est aussi un outil, voilà, de rendre l'entraînement un peu plus ludique. Et il faut pas l'oublier. Exact. Voilà. Bon, je pense qu'on va conclure, les gars. Je coupe la parole à qui que ce soit. On a déjà dépassé le Ah, temps juste, qu'on juste veut. 30 secondes, 30 secondes. Important. Vas-y. Juste, le tempo concentrique peut être utile aussi dans des situations de réhab où il y a des douleurs Oui, c'est qui sont vrai. liées à Ouais, la on a- Oui. vitesse de l'exécution. Moi, je sais que Oui, ça a été mon cas. Ça a pu être le cas aussi pour des athlètes. Si à faire le mouvement vite accentue la douleur, et ben pratiquer le mouvement en ralentissant la concentrique, ça peut aussi être une solution. Voilà, j'arrête. oui, voilà. Bon, c'est un Non, point. mais oui, c'était important de le noter. C'était C'était une important de le autre noter. piste de programmation pour la Un variation. autre C'était contexte. Exact. important. Voilà. Bah, Totalement. écoutez, merci de nous avoir écoutés pendant tout ce temps. Je vous rappelle que vous avez tous les liens dans notre description pour accéder à notre site internet, nos offres de suivi, nos comptes Instagram, enfin tous nos réseaux. Et voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur les liens. Et bah écoutez, on vous dit à la prochaine pour un nouveau sujet. Merci beaucoup. Bye.